Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Comment évaluer le libre, dont le premier épisode était la table ronde que nous avons faite avec mon compère Raphaël, ici présent, au salon Open Source Experience en décembre 2024. Et donc cette nouvelle série, Comment évaluer le libre, on va recevoir des invités et leur demander dans leur contexte comment et pourquoi ils évaluent des logiciels libres. Et donc pour les premiers invités de cette nouvelle série, eh ben, on reparle de Framasoft. Non, je ne suis pas sponsorisé par Framasoft, même si c'est la quatrième fois qu'il passe sur le podcast. Mais cet épisode part d'une discussion que j'ai eue avec Pierre-Yves aux rencontres professionnelles du logiciel libre. Et à la fin de la discussion, je me suis dit, je garde ça dans ma tête, ça va être très intéressant. Et donc aujourd'hui, pour parler de la manière dont Framasoft évalue le logiciel libre, j'ai la chance d'avoir deux personnes avec moi. J'ai Thomas Sitarel et Pierre-Yves Gosset. Et avec eux, on va parler de ce sujet-là. Et bien entendu, mon compère Raphaël Sémété, si vous voulez savoir pourquoi je fais ces épisodes avec lui, je vous conseille très fortement d'écouter la table ronde. Il vous expliquera ce qu'est QSOS. Voilà. Bah écoutez, messieurs, bienvenue. Bonjour à tous les trois. Hello. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer les présentations, il y en a deux dont on va faire les présentations très rapides parce qu'ils sont déjà intervenus. C'est Pierre-Yves et c'est Raphaël. Et le troisième qui va se présenter de manière un peu plus poussée, c'est Thomas. Et donc, Thomas, je te propose de commencer. Je te donne la parole et bienvenue sur le podcast Projet Libre. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va faire à peu près 9 ans que je suis à Framasoft. J'ai commencé en étant un stagiaire qui finissait ses études et qui recherchait un stage de fin d'études. J'étais à l'époque dans la communauté d'un logiciel qui s'appelle Wallabag et qui du coup avait des relations avec Framasoft, notamment parce que Framasoft hébergeait une instance de Wallabag qui s'appelait Framabag. Et donc j'ai été pris en stage à ce moment-là. J'ai contribué, le l'objet de mon stage était la réalisation de quelques fonctionnalités pour un logiciel qui s'appelle Nextcloud et qu'on a sorti ensuite dans le service Framagenda. Donc c'est des fonctionnalités qui ont été développées pour Framagenda et qui ont été reversées en même temps du coup dans Nextcloud, qui sont sortis donc vers mi-2016. Et puis j'ai eu la chance après d'être recruté en tant que développeur avec du coup plusieurs projets dont la plupart ne sont plus là aujourd'hui, mais voilà, que vous avez peut-être entendu parler, comme Framaslide, Framasite, Framastory. Après, j'ai aussi continué à bosser sur du Nextcloud et notamment réussi à mettre en place du coup le Framaspace qu'on a aujourd'hui. Après, voilà, j'ai été chef de projet pour un projet fédéré qui s'appelle Mobilisons, que Framasoft a développé et pris en charge entre environ 2018 et fin 2023. Et après avoir été ce rôle-là, j'ai eu l'opportunité du coup de passer co-directeur. Je pense que ça fait une transition parfaite pour Pig pour expliquer effectivement qui il est aujourd'hui et pourquoi moi je suis co-directeur. Mais tu es co-directeur parce que tu le vaux bien, déjà. Donc oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Pierre-Yves Gosset. Effectivement, je suis déjà intervenu plusieurs fois. Donc moi, j'ai été bénévole, puis délégué général, puis directeur, puis co-directeur. Et aujourd'hui, je suis coordinateur des services numériques de Framasoft, puisque j'ai transmis ma fonction de co-directeur à Thomas au mois de mars 2024. Très bien. Et toi, Raphaël? Bonjour à tous, Raphaël Sémété. Je suis dans le libre depuis pas mal de temps. On a travaillé ensemble, Walid, il y a quelques années, quand on était chez Atos, Bien dans longtemps. le centre de compétences open source que j'avais aidé à créer et dans lequel j'ai œuvré pendant presque 10 ans. Et je m'occupais pas mal de tout ce qui était conseil des administrations et des entreprises sur l'adoption de logiciels libres, les risques, comment bien adopter, bien bénéficier de cette adoption, donc contribuer ce genre de choses-là. Et dans ce cadre-là, oui, effectivement, j'ai réalisé pas mal d'études de veille techno pour des clients, des ministères, et j'ai conçu cette méthode QSOS qui n'a pas inventé vraiment l'eau chaude, mais qui avait la mérite et qui l'a toujours d'ailleurs, de formaliser un petit peu une démarche sur comment évaluer les projets et les logiciels qu'ils produisent, d'un point de vue d'un utilisateur final, par exemple. Voilà. Super. Alors, si maintenant on rentre un peu dans le vif du sujet, pour les gens qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus sur ceux dont on va parler, il y a les 2 épisodes sur l'histoire de Framasoft dans lequel on rentre certainement beaucoup plus en détail dans l'histoire et dans les projets.
Là, ce qu'on va faire, c'est, plus, parler de la manière dont ces logiciels ils sont choisis, la manière dont ils sont hébergés et cetera. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas encore écouté les 2 épisodes sur l'histoire de Framasoft, c'est peut-être, un bon moment aussi pour les écouter en ce début 2025. Donc la première chose que je vais vous demander, Thomas et Pierre-Yves, c'est, est-ce que vous pouvez rappeler assez synthétiquement quelle est votre fonction et qu'est-ce que vous hébergez comme, solution au sein de Framasoft? Alors on a depuis, 2014 une campagne qui s'appelle, Dégooglisons internet, dans laquelle, voilà, on a proposé, jusqu'à 40 services et aujourd'hui on est, bien moindre, plutôt autour d'une vingtaine. En fait, le principe un peu de cette campagne, c'était de montrer à la base qu'il y avait des solutions, aux services proposés, par les GAFAM. Donc on en a, publié vraiment sous la forme d'alternatives, à tel ou tel service. Alors qu'aujourd'hui, on voit un peu plus les choses. On avait, proposé ça sous la forme de cette formule qui est, outiller la société de contribution et donc on propose avant tout des outils collaboratifs qui peuvent être, voilà, pratiques, qui permettent d'échanger, de s'organiser, ensemble, de collaborer, à plein de tâches diverses. Et donc ça se retrouve, donc la liste entière est sur le site dégooglisons.org, dégooglisons-internet.org. Et donc les plus connus, typiquement sont probablement, pour la plupart des gens, sont probablement, Framadat et Framaform. Et on continue d'en sortir dans ce cadre-là, de se dire on veut outiller cette société de contribution de manière alternative à ce qui est proposé. Et typiquement, on a lancé Framaspace un peu dans ce cadre-là, de se dire il y a besoin d'espaces collaboratifs pour des collectifs qui œuvrent à des causes que nous on trouve plutôt intéressantes. Et donc on va faire en sorte qu'ils aient les outils pour réaliser leurs actions. Donc, ce dont on parlait dans le deuxième épisode, sur l'histoire de Framasoft, c'est le fait que, par défaut, ce que vous allez proposer aux gens, ce sont pas des logiciels que vous avez écrits, mais des logiciels que vous allez prendre et intégrer dans votre, espace, d'hébergement. La plupart du temps, oui. Il se trouve que, malgré tout, ça peut nous arriver ou de développer, les solutions ou en tout cas de participer à leur développement. Typiquement, enfin là je rends, hommage à la fois à Thomas et à Luc, qui est notre admin 6. Si je prends par exemple Etherpad, qui est le logiciel qui motorise Framapad, qui est un service de rédaction collaborative en ligne, et ben on a fait, des améliorations, sur Etherpad, pour, permettre, des meilleures performances. Il y a eu des améliorations, enfin diverses et variées. Et c'est le cas aussi sur des logiciels comme Framalist, enfin du coup Sympa qui motorise Framalist, qui est un outil de liste de discussion. Derrière Nextcloud, où Thomas est un des premiers contributeurs mondiaux bénévoles. Enfin, il est salarié par Framasoft, mais il n'est pas salarié par Nextcloud, et où bah, les contributions de Thomas en termes de dev sont très conséquentes. Donc c'est vrai que c'est pas nous nécessairement qui cherchons à développer ces solutions. Et donc ça, c'est quelque chose dont on avait parlé rapidement dans les précédents podcasts. Mais du coup, on est souvent pris comme une association qui développe des logiciels. Or, notre spécificité, c'est plutôt de les mettre à disposition. Et donc, je dirais que la valeur ajoutée qu'a Framasoft, elle est peut-être dans la sélection des logiciels dont on va parler ensuite, mais elle est aussi dans le fait de savoir les mettre en place, les maintenir et les rendre disponibles à un très large public, vu que aujourd'hui on touche en gros 2 millions de visiteurs et visiteuses par mois. Pour les gens qui ont écouté la table ronde, d'Open Source Experience, c'est à peu près le même, les mêmes, enfin le même profil que ce que Raphaël expliquait de son propre travail, d'industriel. Si on commence à parler de l'évaluation, la première chose, c'est qu'avant d'évaluer, il faut déjà avoir un besoin. Donc c'est aussi quelque chose dont on a parlé pendant les premiers épisodes, c'est, comment vous évaluez, comment vous voyez que vous avez un besoin, d'une nouvelle solution, pour commencer et ensuite, bah, comment vous voyez si, ça existe ou, si dans le cas de Peertube ou Mobilisons, ça existe pas? Là encore, enfin, par rapport à ce que je disais, c'est que c'était différent au début des Googlisons. On avait vraiment une idée de faire une alternative à chaque gros service qui existait. Aujourd'hui, on est plus sur avoir un ensemble de services qui soit cohérent par rapport aux besoins que nous remontent des utilisateurs actuels de nos services et des gens avec qui on échange. Et donc, typiquement, aujourd'hui, on ne déploie plus de services simplement parce qu'on en a la possibilité technique. C'est ce qui nous a mené typiquement à fermer pas mal de services en 2021.
parce que du coup ça devenait compliqué à maintenir tous ces services-là et que ça n'avait pas forcément de sens de tous les avoir. Et donc il y a vraiment plus une recherche de sens, de cohésion dans l'offre Framasoft et aussi des freins en particulier sur des outils par exemple qui permettent des espaces de publication en ligne. Donc des outils par exemple qui vont permettre de mettre en ligne des images ou alors de créer des espaces de publication comme des réseaux sociaux. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on fait très attention aujourd'hui parce que ça a des conséquences qui sont pas uniquement du fait de gérer techniquement le service et s'assurer que les utilisateurs n'ont pas de problème à l'utiliser, mais aussi faire en sorte qu'il y ait de la modération qui soit faite, respecter les lois existantes en termes de modération, de terrorisme, de pornographie, ainsi de suite. Donc, si je reprends un petit peu ce que disait Thomas, avec lequel je suis évidemment d'accord, c'est on est vraiment passé d'une phase où tiens, il y a ce logiciel-là qui existe, ça peut être intéressant de l'installer, installons-le, puis on verra bien s'il y a de la demande. À on regarde un petit peu ce que nous remontent les utilisateurs comme besoin. Je sais pas, là par exemple, il y en a un qui émerge assez fort, qui est des alternatives à Notion. Notion, qui est un logiciel qui permet de faire plein de choses diverses et variées. Et du coup, c'est plutôt là que nous, on va intervenir en se disant, OK, bah alors du coup, c'est quoi les alternatives à Notion? Qu'est-ce qu'elles valent? Elles en sont où? Est-ce que ça vaut la peine de mettre ce type de logiciel à disposition ou pas, quoi? Donc ça a bougé effectivement dans le temps entre on le faisait parce qu'on pouvait le faire, à on le fait, mais en sachant que si on met à disposition un nouveau logiciel, là je pense par exemple à un logiciel de pétition qu'on pourrait sortir dans les semaines qui viennent, et ben potentiellement c'est des millions de personnes qui l'utilisent derrière et il faut pas trop se planter sur le logiciel qu'on va mettre à disposition. C'est intéressant parce que ça veut dire que avec l'évolution que vous avez eue depuis la phase dégooglisant avec un maximum de services pour montrer que ça existe et puis pour tester quelque part, à maintenant un ensemble qui est plus cohérent et qui est plus pour construire cette société de contribution là, ça veut dire que votre manière de choisir, en dehors du besoin qui est là très clair, mais de choisir le logiciel en disant on regarde ce qui existe, où ils en sont, est-ce qu'on peut les faire tourner avec des millions d'utilisateurs, ça a changé aussi votre manière justement de sélectionner ou de regarder ce qui existe. Moi, j'ai l'impression que oui. Je sais pas si Thomas aurait quelque chose d'autre à en dire, mais en tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que la question, par exemple, de la scalabilité du logiciel était pas quelque chose qui nous préoccupait beaucoup avant. Aujourd'hui, on y fait beaucoup plus attention. Et le deuxième aspect que Thomas a déjà cité tout à l'heure, c'est celui de la modération. Parce que c'est bien beau de mettre à disposition des outils collaboratifs, mais la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire du support et de la modération sur ces logiciels, elle devient pour nous critique. Le choix avec, la scalabilité, ça peut impliquer aussi le fait que d'avoir du recul sur le fait que le logiciel, il est scalable, quoi. Et donc ça est-ce que c'est pas un choix qui privilégie les solutions un peu matures? Oui, après, il y a évidemment des différences entre le type de logiciel. Évidemment, déjà, il va y avoir des logiciels pignons un peu sur rue. Du coup, il y a des espaces qui sont accessibles sans compte, par exemple. Donc, ça peut très vite monter en termes d'usage sans qu'on s'en rende compte. Il va y avoir aussi le fait que si jamais on a besoin de faire des modifications rapides sur un logiciel, il faut qu'on sache comment on peut le bidouiller pour pouvoir identifier où est-ce qu'il y a un problème de performance, par exemple. Donc effectivement, c'est aussi vérifier nos compétences en interne pour pouvoir commencer à s'approprier un peu ces particularités. C'est des trucs sur lesquels effectivement on se posait pas trop la question jusqu'ici, avec aussi vraiment la montée en audience qu'on a eue de la campagne des Googlisons. La question de la pérennité du projet, elle s'est toujours posée, mais effectivement, on peut pas forcément annoncer quelque chose et commencer à vraiment à dire à tout le monde on a trouvé une solution, on vous propose de l'installer et effectivement se dire que elle va être abandonnée dans quelques mois à cause de soucis techniques. Donc ce qu'on a fait typiquement cette année 2024 à propos de certains services, c'est les lancer du coup dans un espace qui s'appelait Framalab, se dire bon bah voilà, on a identifié typiquement des logiciels et pourraient être des prochains services dans l'offre Framasoft et donc, on vous propose de les tester pour voir est-ce que déjà en termes d'expérience utilisateur et de fonctionnalité, ça peut être quelque chose qui convient. Et nous, voir du coup, est-ce que c'est quelque chose qui tient la route avec cet échantillon de test et est-ce qu'on peut commencer à le mettre de manière un peu plus large en production.
Tu as parlé tout à l'heure de rentrer dans le code, de bidouiller un peu. Est-ce que, les langages dans lesquels les solutions sont écrites, jouent aussi un rôle dans quand vous évaluez Ouais, les outils? clairement, nous, on a des capacités en interne sur un certain nombre de langages qui sont là par rapport aux trucs que nous-mêmes on développe. Ça n'empêche pas qu'on ait des briques logicielles sur lesquelles on n'a pas de connaissances particulières, mais on arrive de temps en temps à s'y retrouver. Ce qui va être, par exemple, un peu plus frustrant, ça peut être le fait que sur des langages compilés, c'est plus difficile de bidouiller parce que il faut compiler avant de remplacer, donc ça prend du temps. C'est pas facile de juste faire une correction et vérifier si ça corrige le problème. Plus tard que cet après-midi, on avait un souci de performance sur un service et le fait que de pouvoir identifier rapidement et de tester pour voir si ça corrigeait le souci est vraiment quelque chose qui est déterminant sur le fait qu'on se dit bon on n'a pas besoin de rester avec ces problèmes de performance pendant des jours et des jours parce que ça peut être on est très agile sur ce genre de choses. En dehors de la question de voilà de bidouiller, le choix du langage, il va être aussi dans la question de est-ce que peut y avoir une communauté qui se met autour du projet. Évidemment, quand on est sur un langage un peu plus exotique, c'est plus difficile pour une communauté de se créer ou voire de se recréer si jamais il y a un problème de maintenance à un moment. Donc effectivement, ça peut être un des critères qu'on peut juger dans la question de la pérennité. Donc ça veut dire que quand vous faites rentrer quelque chose aujourd'hui dans l'incubateur, le Framalab, ou quand il sort du Framalab, par exemple pour devenir un service, est-ce qu'aujourd'hui, dans ces critères-là dont vous en avez cité certains, hein, le socle technique, la capacité que vous avez vous à vous l'approprier, l'existence d'une communauté, est-ce que c'est scalable, etc. Est-ce que cette liste-là, elle est prédéfinie et vous la regardez systématiquement, ou comment ça se passe? Déjà, est-ce qu'il y a une liste déjà? Très bonne question. Il n'y a pas une méthode permanente. Il n'y a pas quelque chose de constant. Ça va être aussi en fonction de là où on en est, de nos temporalités, de nos moyens financiers, de nos moyens humains, etc. Donc, il y a une part, je vais pas dire d'aléatoire parce que c'est pas de l'aléatoire, mais de contextualisation qui va évoluer dans le temps. Et donc, pour essayer de répondre un petit peu à ta question, forcément, il y a des choses qui sont constantes. Typiquement, est-ce que le logiciel fonctionne? Est-ce qu'il a une communauté? Est-ce que cette communauté est active? Est-ce que le langage est accessible pour nous, comme le disait Thomas? Est-ce qu'on va pouvoir mettre les mains dans le cambouis ou pas? Etc. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont permanents, mais qui sont pas forcément listés parce que moi je crois vraiment, alors du coup peut-être que Raphaël sera pas en accord avec moi, mais je crois vraiment qu'il y a un truc de feeling parfois qui est assez difficile à expliquer sur comment est-ce qu'on se sent vis-à-vis de ce logiciel. Et parfois, on a pris des logiciels qui étaient pas forcément les plus bankable entre guillemets, mais parce que on avait l'impression que, en termes d'accessibilité de la communauté ou autre, il y avait une capacité de projection qui était meilleure avec un logiciel qui pourtant avait peut-être une communauté, par exemple, moins solide. Pourtant, on est prêt à faire ce pari-là parce que on le sent mieux ou parce que, tout simplement, on a envoyé un mail à 3 équipes de dev, de 3 logiciels différents et il y en a une qui nous a répondu avec enthousiasme et 2 autres pas du tout. Et c'est un critère, l'enthousiasme, qui est pas hyper, j'allais dire factuel et objectif, mais en tout cas qui est un critère. Mais c'est difficile à juger de l'objectivité de ce critère-là. Et pourtant, le fait d'avoir quelqu'un qui répond rapidement et qui dit ah mais c'est super, là je pense par exemple au cas de Liberaform qui est une communauté catalane qui développe un logiciel donc qui s'appelle Liberaform qu'on envisage pour être le successeur de Framaform. Ce logiciel-là, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus complet qu'on ait pu trouver sur différents. Par contre, ils sont au taquet. Bah du coup, ça donne envie de bosser avec eux, quoi. C'est peut-être tout bête, mais pour moi, c'est un vrai critère qui fait que là, dans le contexte dans lequel on est, où Framaform, c'est plusieurs dizaines de milliers de formulaires chaque mois, eh ben, on a intérêt à trouver une communauté qui a envie de mettre les mains dans le cambouis et pas juste quelqu'un qui va se dire oh là là, Framasoft va utiliser notre logiciel et va rien nous reverser en termes de temps, en termes de code, en termes de communication derrière. Et donc nous, ce qu'on va apporter quelque part, c'est un peu justement tout ça. Et donc parfois faire le choix d'une solution logicielle par rapport à l'échange informel qu'on va pouvoir créer avec une autre communauté est pour nous quelque chose d'important. Et c'est pas un critère hyper objectif, quoi. C'est pas le nombre de commits, quoi.
Je suis d'accord et d'ailleurs QSE, enfin la méthode, on n'est pas là pour parler de ça, mais justement, on n'a pas voulu faire un truc qui soit trop précis, trop parce que ça devient on sait plus de quoi on parle. Là, le truc dont tu parles, c'est le facteur humain. Après, dans ce facteur humain, en termes de communauté, ça peut être la réactivité, le fait que la communauté soit ouverte, soit collaborative. Tu vois, on peut les formuler comme ça et ça devient des critères, même s'ils sont plus humains, mais qui restent des critères. C'est intéressant cet aspect-là parce que justement, et là tu parlais de Framaform, ça m'amène à deux questions. La première, c'était justement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous voulez garder le même service mais remplacer la solution par une autre. Et est-ce que c'est basé sur certains de ces critères ou sur quoi que ce soit, quoi, ce genre de choses-là. Et lorsque vous adoptez pas le plus bankable, mais que vous dites ouais, on va pouvoir travailler avec ces gens-là et on sent que ça va bien se passer, il y a du feeling effectivement, même si objectivement on peut dire voilà c'est dynamique, ils répondent, ils sont réactifs, ils sont ouverts, etc., etc. Est-ce que en même temps, comme vous savez que c'est pas les plus bankable, vous avez identifié des points où vous dire ah ouais là c'est peut-être que c'est moins quelque chose. Est-ce que dans cette démarche-là, vous faites le choix aussi parfois de dire c'est moins quelque chose, mais justement on va pouvoir les aider là-dessus et donc augmenter la pérennité. Je veux bien prendre la réponse à la première question et puis peut-être laisser la deuxième à Thomas s'il est OK. Donc ta première question, c'était, pourquoi est-ce qu'on changerait de logiciel et quels sont les critères qui fait que, non pas on choisit un logiciel, mais on choisit de l'abandonner quelque part? Là aussi, chaque, réponse est très contextuelle parce qu'on a «abandonné» entre guillemets un paquet de services et chacun avec des raisons, différentes. Donc, il y en a beaucoup qu'on a abandonné parce que la modération n'était plus possible. Que ça, c'est ce qu'évoquait Thomas tout à l'heure. Quand tu commences à avoir des requêtes de police judiciaire pour terrorisme, voilà, sur un logiciel de partage de liens, de création de raccourcis, de liens en raccourcis, il y a un moment donné où tu as envie de faire autre chose de tes journées. Pour Framaform, la réponse est complètement différente. Framaform, donc moi, c'est une solution que j'avais développée très rapidement en me disant mais c'est bon, il n'y a pas de logiciel de formulaire qui corresponde à ce que je veux faire, mais il y en aura bien un qui va naître dans les mois ou les années à venir. Donc je vais faire le mien en attendant, puis on verra bien comment ça marche. Et puis bah ça a très bien marché, sauf que c'était basé sur une stack logicielle qui vieillissait, qui était du Drupal 7, qui a atteint sa fin de vie il y a 15 jours. Et donc ça fait plusieurs années où on se dit, en fait, il faudrait qu'on améliore ou qu'on mette à jour, le logiciel basé sur Drupal 7 qui permet de faire Framaform. Et on a fait plusieurs, petites mises à niveau au cours des dernières années, mais en fait, ça nécessitait là un gros travail de dev et je reviens à ce que, je disais tout à l'heure, c'est que Framasoft, c'est pas à la base une association de développeurs ou de développeuses. Il y a des développeurs et des développeuses et typiquement Thomas, est, aussi développeur, en plus d'être co-directeur, mais c'est pas le but de l'association de développer. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu dans une impasse à avoir un logiciel qui a un très très grand succès, vraiment plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs mensuels, plusieurs dizaines de milliers de formulaires par mois, mais pas la capacité de le maintenir. C'est pour ça qu'on s'oriente à un moment donné et vers une autre solution en se disant mais en fait on va pas pouvoir maintenir ce logiciel-là dans le temps. Il vaut mieux changer avant de se prendre un mur technique qui est que voilà, Drupal 7 n'est plus maintenu. Si demain il y a une énorme faille de sécurité, en fait on va pas se mettre nous à maintenir du Drupal 7, hein, même s'il y a des projets, des forks, etc. qui existent. Mais du coup voilà, on s'est retrouvé donc à faire des abandons de logiciels parce qu'on rentrait dans des impasses techniques et ça c'est quelque chose qui est assez complexe parfois à faire comprendre, enfin je sais pas si vous avez vécu ça, mais de faire comprendre à des utilisateurs et des utilisatrices que le temps du logiciel est un temps qui est très rapide. Tu as vite fait de te retrouver avec des bibliothèques qui sont plus à jour, qui fonctionnent plus, dont la sécurité est plus garantie, etc. Et donc, si je reprends le cas de Framaform, le logiciel, il arrive quasiment maintenant à une dizaine d'années d'existence. Pour moi, 10 ans d'existence pour un logiciel, c'est tout à fait honorable, quoi. J'avais, 2 questions là-dessus. La première, c'est, comment est-ce que vous faites votre veille? C'est-à-dire, il y a un besoin, est-ce que la veille, c'est quelque chose de continu? Est-ce que la veille, c'est ponctuel? On a un besoin, qui a été remonté, donc on voit qu'il y a un vrai besoin, il nous faut un service, on va regarder. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est, tout à l'heure, vous parliez de contacter les communautés ou et d'envoyer un email et cetera. Je voulais savoir si, vous aviez un peu un espèce de process quand vous êtes dans cette phase d'évaluation de, qui est-ce que je contacte? Est-ce que je vois un message sur un forum? Est-ce que j'essaye de contacter le mail de contact? Est-ce que je contacte, je sais pas moi, les fondateurs? Enfin bref, comment vous vous organisez, là-dessus? Effectivement, du coup, il y a 2 cas différents. C'est le cas où on est en recherche active par rapport à un besoin spécifique
d'un logiciel. Et donc là, on va plutôt aller vraiment chercher auprès des forges logicielles publiques, d'autres organismes qui peuvent avoir les mêmes besoins et donc qui ont peut-être fait les mêmes projets. En fait, c'est plutôt rare qu'on découvre d'autres choses à ce moment-là parce qu'on a quand même une veille collective, en fait, passive de plusieurs membres de l'asso, plusieurs salariés, sur lesquels vraiment on voit passer des projets de logiciels libres, des trucs qui sont aboutis, des trucs qu'on n'avait pas entendu parler. Et en fait, voilà, on s'abreuve un peu en permanence. Quand bien même on n'a pas forcément un besoin particulier à combler, eh bien on le note pour plus tard, parce qu'on sait que potentiellement ça peut faire quelque chose, et on revient voir du coup quelques mois après pour savoir s'il en est, pour voir est-ce que tiens ça a décollé, est-ce qu'il y a toujours une seule personne qui contribue ou pas. Et après, là, c'est assez. Les méthodes de veille sont assez classiques hein, pour tout le monde. Il y a des flux RSS, il y a des réseaux sociaux, des blogs qui vont parler de tel ou tel projet libre, mais en dehors de ça, rien de très exceptionnel. Pour compléter la réponse de Thomas, il faut forcément être conscient que, en fait, on bosse pour Framasoft, qui est identifié depuis 20 ans dans le milieu comme étant une des ressources, une des portes d'entrée du logiciel libre francophone. Ce qui fait que quand il y a des nouvelles sorties logicielles, des choses qui sortent un peu, des fois on va aller pouler l'information, des fois elle nous est pushée directement avec des gens qui viennent nous dire « Ah bah tiens, est-ce que vous connaissez telle solution ?» etc. Donc on a à la fois une certaine expérience et une certaine notoriété qui fait que l'info, elle vient aussi à nous par moment, quoi. Et pour répondre donc à ta question, ta deuxième question Walid, sur les process de contact, est-ce qu'on a des process pour les contacter? Un peu la même chose que sur l'aspect sélection. Non. Et j'ai envie de dire presque tant mieux. Alors que Framasoft est quand même, enfin en termes de propositions de logiciels et de services alternatifs, notamment à ceux des GAFAM, on se pose là au niveau francophone, voire européen, enfin même au niveau mondial d'ailleurs. On n'a pas pour autant des processus très industrialisés de ce côté-là. La plupart du temps, moi je sais que quand on va choisir un logiciel, donc là je parlais par exemple de Liberaform, mais je pense à d'autres logiciels qu'on aurait pu vouloir utiliser. Moi je trouve que c'est juste de la correction et de la politesse que de dire bonjour, on est Framasoft, voilà ce qu'on fait. On trouve que votre logiciel est intéressant, peut-être qu'on souhaiterait le proposer. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas, ou etc. Et en fait, c'est quand même l'un des intérêts du logiciel libre. Enfin, à mon sens, c'est justement la dimension humaine qu'il peut y avoir derrière. Le fait qu'on soit connu, y compris, comme je disais, quasiment à un niveau mondial, en tout cas dans le milieu du logiciel libre, comme étant un centre de ressources relativement conséquent en termes de trafic, etc., ça fait que la plupart du temps, les gens sont plutôt enthousiastes, ou en tout cas, ils voient les choses de façon plutôt positive quand on arrive et qu'on dit « Ah bah tiens, on pourrait proposer votre logiciel », quoi. Ils voient ça comme une mise en valeur, et du coup, je trouve que ça coûte quand même pas grand-chose d'envoyer un email, de se présenter, toujours avec, pour moi, avec humilité, parce que c'est pas parce qu'on va mettre en place un logiciel que son nombre de téléchargements ou son nombre d'utilisateurs ou d'utilisatrices va exploser derrière. On s'est planté un paquet de fois sur des logiciels et sur des services on a mis en place. Voilà, ça me paraît juste important de faire preuve de politesse en contactant les gens qui font le logiciel. Ça peut être par mail, par réseau social, il n'y a pas de canal privilégié. Moi, je préfère le mail parce que je suis vieux, mais s'il fallait contacter les personnes par d'autres moyens, ce serait OK aussi. Il y a un critère dont on n'a pas encore parlé et qui, à mon avis, est un des plus intéressants, si ce n'est plus intéressant, c'est, parce que on en a déjà longuement parlé ensemble, Pierre-Yves, c'est, la partie, modèle économique, en fait. Quand vous regardez le business model des logiciels, la manière dont ils sont développés, la partie, potentiellement commerciale ou pas, et cetera. Enfin bref, quels sont les modèles que vous allez rejeter direct? Quels sont les modèles où ça peut passer et quels sont les modèles que vous préférez? Évidemment, les modèles sur lesquels on pourrait rejeter direct, c'est vraiment des modèles sur lesquels le potard du côté open core est mis à fond, sur lequel on va quasiment pas pouvoir, on va pas pouvoir utiliser en tant que tel, et où vraiment les perspectives sont vraiment de la partie open source, c'est vraiment de rester une sorte un peu de démo d'un projet qui voudrait vraiment juste libérer du code pour un peu plus l'image que pour le côté commun. Mais c'est assez rare qu'on tombe là-dessus, en tout cas que le logiciel soit connu et pertinent. C'est plus courant
qu'on ait des logiciels sur lesquels il y a vraiment une activité économique qui existe. Au sein du coup des projets d'égoulisons internet, on peut penser à Framagit ou Framateam ou du coup Framaspace, qui sont respectivement basés sur GitLab, Mattermost et Nextcloud. Et donc ils ont, en tout cas les deux premiers, des versions propriétaires avec davantage de fonctionnalités et des versions communautaires qui sont libres avec du coup la plupart des fonctionnalités qui nous correspondent. Donc clairement, ça nous embête du point de vue de l'ouverture totale, enfin non, qui ne soit pas totale justement. Mais par contre, ça a un certain avantage quand même d'avoir des relativement grosses boîtes derrière ces produits-là. C'est que on peut s'attendre à une maîtrise technique qui soit un peu plus élevée que la plupart des autres projets. Donc autant on sait que avec ces modèles-là, on est toujours sous le risque que des fonctionnalités ne soient pas ajoutées dans la version communautaire, voire retirées au fur et à mesure des versions. Mais on peut se dire que comme ils font un produit pour un certain nombre de clients de manière professionnelle, on ne risque pas de retrouver des gros problèmes en termes techniques en particulier, ou fonctionnels à notre niveau. Ça a des avantages et des inconvénients. Typiquement, lorsque le modèle économique d'un des projets peut être mis un peu en suspens parce que c'est compliqué, le numérique, cette année, ça a été un peu compliqué. Donc, il y a certains projets sur lesquels ça resserre un peu la vis. Forcément, nous, ça nous fragilise la pérennité de se dire, bon, bah tiens, on a tel service qui est basé sur tel logiciel et ils peuvent potentiellement soit s'arrêter du jour au lendemain, ce qui peut être très compliqué s'il n'y a pas de communauté en plus du coup de l'activité salariée sur le projet, soit en tout cas commencer à se dire bon ben là on va avoir besoin de faire des fonctionnalités qui sont exclusives à la version propriétaire et payante pour pouvoir rentrer un peu d'argent. Mais sur, en tout cas, les services qu'on a choisis jusque-là, la question n'a pas été trop problématique. Et donc, on fait tout à fait avec le fait qu'il y ait des business models très variés. Je mettrai en lien, une conférence sur laquelle je suis tombé un peu par hasard, pendant les vacances, du fondateur de Nextcloud qu'il a donné au FOSDEM 2018, dans laquelle il explique son modèle, pourquoi il a fait OnCloud, pourquoi il a forké, il a fait Nextcloud. Je suis resté, vraiment, sur le cul. Ça montre qu'il est possible de faire un business qui marche avec un modèle, qui est pas open core. Donc vous arrivez assez facilement quand, vous regardez un projet, qui est en open core par exemple, à voir si ça vaut la peine d'investiguer ou, si en fait en gros, c'est juste un peu du faux open source, mais ça vaut pas la peine d'aller plus loin. L'avantage, c'est que là encore, on a un petit peu d'expérience sur le sujet, au bout de 20 ans dans le milieu du libre, tu finis par sentir à quel point la sincérité de la boîte qui fait le logiciel en open core, elle est sincère dans le fait de dire: «Bah, en fait, nous, ça, c'est un modèle économique, point barre», ou est-ce que c'est juste un tremplin pour finalement vendre une solution, qui ne sera plus open source dans quelques mois ou quelques années? Ça veut pas dire qu'on peut pas se planter, pour moi, là, un des exemples, assez criants qu'on a vus ces dernières années, c'était RocketChat et Mattermost. RocketChat et Mattermost qui sont des alternatives à Slack, les 2 logiciels étaient, on va dire en 2017, 2016, sensiblement équivalents, y compris sur leur modèle. Et puis, petit à petit, c'est RocketChat qui est le premier à fermer un certain nombre de choses, avec des régressions assez fortes. Ils sont revenus en arrière sur un certain nombre de fonctionnalités communautaires qui sont rebasculées dans le modèle payant. Les gens qui utilisaient RocketChat se sont retrouvés dans des situations quand même très compliquées à ne plus pouvoir quasiment utiliser le logiciel sans devoir passer à la caisse. Et donc ça, je mentirais en disant qu'on l'avait vu venir. Donc il y a parfois, tu fais des choix qui sont guidés par presque le hasard. Nous, on a choisi Mattermost parce qu'il était livré dans les paquets Omnibus avec GitLab. Et donc quand on a mis en place Framagit, c'est Luc, notre admin 6, qui a dit bah tiens, est-ce qu'on déploierait pas en même temps Mattermost, quoi. Et on a fait bah ok, let's go. Et aujourd'hui, on a une des plus grosses instances Mattermost de la planète. On a, je sais plus, plusieurs centaines de milliers de comptes et plusieurs dizaines ou centaines de millions de messages hébergés. Et ça marche très bien. Maintenant, là encore, je mentirais en disant que forcément, c'est une grille d'analyse qui nous a permis de faire ce choix qui s'est avéré être le bon, en tout cas jusqu'à présent, puisque Mattermost, là, depuis maintenant, on va dire 1 an, renforce son modèle open core et renforce la partie payante. En fait, les nouvelles fonctionnalités, maintenant, sont essentiellement versées dans la partie payante.
Moi, d'ailleurs, ça me pose des questions que je trouve intéressantes d'un point de vue sélection logicielle, c'est à quel moment est-ce que tu te dis: «Tiens, ce logiciel est stable et me convient?» et que tu n'es pas dans la poursuite finalement d'aller vers la dernière mise à jour pour profiter des dernières fonctionnalités et cetera. Parce que, concernant Mattermost, et Framatime, bah, moi j'ai l'impression qu'on a atteint un niveau de maturité qui est suffisant. Les nouvelles fonctionnalités tournent essentiellement autour de l'intelligence artificielle qui est pas forcément, notre tasse de thé. Et donc, moi, d'un point de vue plutôt stratégique, j'aurais tendance à dire: «Bah, c'est bien, on va geler les fonctionnalités et voilà, si Mattermost version 9, nous convient, bah, on en reste à la version 9». Alors que, forcément, d'un point de vue technique et notamment d'un point de vue sécurité, tu as plutôt tendance à te dire: «Bah, en fait, il faut suivre les nouveautés proposées par l'éditeur». Et c'est logique, hein, je comprends qu'un admin 6, lui, il ait pas envie de se retrouver avec, des versions, anciennes et une stack, qui vieillissent. Mais, d'un autre côté, pour moi, voilà, si ça rend bien le service qui est attendu, bah, finalement, moi aujourd'hui, il y aurait 0 nouvelle fonctionnalité ajoutée à Framatime pendant, les 3 prochaines années. Moi perso, ça me dérange pas. Et donc ça rentre un petit peu dans la question de la sélection, c'est, quel est l'objectif que tu te fixes à atteindre avec ce logiciel? Parce que, si tu laisses faire les éditeurs, ils vont forcément avoir tendance à vouloir faire en sorte que leur logiciel fasse le café, quoi. Alors que toi, tu as déjà une cafetière. Il y a cette notion d'analyse de risque. Quel risque tu veux prendre ou pas? Et ça revient donc à ton besoin. Et justement, tu parlais d'ajout de nouvelles fonctionnalités, par exemple à l'IA, parce que c'est à la mode. Et tout à l'heure, vous parliez de contributions parfois conséquentes à des projets, que ce soit Etherpad, Sympa ou Nextcloud. Et dans un cadre de contribution comme ça, lorsque vous contribuez alors à des projets complètement communautaires type Sympa, comparé à contribuer justement à des projets où il y a une entreprise. Comment ça se passe Est-ce que vous avez des retours d'expérience intéressants ou même une vision, une manière de faire? La réponse simple serait qu'effectivement, des projets communautaires sont peut-être plus faciles à intégrer des changements proposés par Framasoft, par rapport à des projets entreprises. La plupart des entreprises, elles vont avoir un business model qui est plutôt, B2B et donc leur intérêt, il va être en particulier vis-à-vis des entreprises et donc forcément, ce que nous, on propose pour nos utilisateurs, c'est pas forcément exactement la même chose. Donc des fois, il peut y avoir effectivement, pas forcément des conflits, mais des intérêts divergents et du coup des priorités aussi différentes au sein du logiciel. Mais en pratique, c'est vrai qu'on peut avoir aussi, selon la gouvernance de certains projets et la manière dont les choses se passent, voire, l'abandon de la maintenance de certains projets, le fait que nos contributions ne soient pas facilement intégrées. Typiquement, tu as cité le cas de Sympa, ça a été maintenu par une seule personne pendant assez longtemps et c'était un peu compliqué de gérer ça avec notamment pas mal d'universités en France qui aussi utilisent le logiciel. On n'a jamais eu de grosses mauvaises surprises et de blocage complet, mais ça n'empêche que clairement, c'est aussi un critère de se dire: «Bon, bah, tiens, est-ce que, en dehors évidemment des correctifs, de bugs, de performance, tout ça, est-ce que le projet, va aussi s'aligner dans les objectifs que nous on veut pour le service?» J'ai une question, là-dessus. Si tu prends, des projets, des produits open core, tu as un truc qui est tout le temps dans la version propriétaire, c'est, l'authentification, Ouais. OAuth, par exemple. Ça, tu vois, c'est genre le truc, ton projet, il est super, mais la partie haute, c'est jamais dans la version communautaire. Et donc, si toi, tu arrives et que tu dis que tu en as besoin et que tu développes un truc à côté, tu peux pas le reverser au projet. De toute façon, il va te dire, «Désolé, mais moi, c'est dans la version». Enfin, tu as tout le temps des problématiques où toi, tu veux développer une fonctionnalité et en fait, le projet, soit il a une version payante, soit il dit: «Bah, ça m'intéresse pas parce que moi, je veux la rendre payante». Et donc, en fait, effectivement, est-ce que vous vous retrouvez pas des moments, justement, avec, ce genre de contrib où vous voulez faire des contribs, mais finalement, ça rentre pas du tout dans leur feuille de route? C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Comme, Pierre-Yves l'a déjà dit, en fait, notre marge de développement, elle est quand même assez restreinte, donc c'est rare qu'on ait ce genre, en fait, de problématiques où on doit vraiment, contribuer des fonctionnalités entières. C'est plutôt de l'ordre de petits correctifs, de petites améliorations à la marge, correction de bugs en fonction des retours que nous on a par rapport à notre, grand panel d'utilisateurs que certaines fois les projets n'ont pas. Et donc, typiquement, si un cas comme ça se présente, ce qu'on va faire, c'est plutôt, bah, on va développer le truc dans notre coin, faire en sorte que ça soit fait d'une manière suffisamment pluggable pour que on n'ait pas besoin de maintenir le fork de notre côté et avoir ça jusqu'à ce que bah, potentiellement ça soit intégré d'une manière ou d'une autre ou qu'il y ait un fork. Donc vous avez des services sur lesquels vous avez vos propres patchs de trucs qui sont pas Tout intégrés, à quoi? fait. C'est assez rare, mais voilà, on a des patchs notamment par exemple sur Framaspace parce que
Il y a des trucs, sur lesquels, Nextcloud a dit: «Bon, bah, on n'est pas spécialement intéressé pour ça». Du coup, bah, on les a mis, typiquement, quand il s'agit plutôt de questions du X, on les a mis sous forme d'application. Comme ça, c'est séparé, ça ne nous empêche pas, mais il y a aussi quand même des patchs en dur. On a des versions, spécifiques de certains logiciels. J'ai pas forcément la liste en tête, mais en tout cas, clairement, ouais, tout est sur notre forge Framagit. Moi, j'ai une dernière question de mon côté. Alors, on a évoqué un tout petit peu le sujet quand, Pierre-Yves, tu parlais de Framaform, la première version basée sur Drupal, etc. En gros, quand vous développez vos propres solutions, je pense notamment à PeerTube, hein, par exemple, au hasard, comment vous surveillez ça et vous dites, tiens, le projet il est mature ou il faut qu'on fasse attention à tel aspect, ce genre de choses-là. Quelles sont vos réflexions là-dessus? Sur Peertube, enfin ta question elle est intéressante parce qu'on se pose la question de savoir si on n'a pas atteint déjà un niveau de maturité qui serait suffisant. On peut toujours rajouter des choses, mais encore une fois, ton logiciel à la fin il finit par faire le café. Donc typiquement pour Peertube, c'était la question de, OK, est-ce qu'on diffuserait pas des choses en audio only? Mais du coup ton logiciel ça devient un petit peu un, je vais pas dire un logiciel de podcast, mais du coup, c'est plus le même public que de se dire on diffuse de la vidéo. Ah bah oui, là on veut diffuser du son. Ah oui, mais alors du coup, est-ce qu'il nous faudrait pas aussi un studio pour monter les vidéos et pour monter le son à l'intérieur? Et jusqu'où tu vas, comme ça? Le deuxième exemple qu'on a de ça, et Thomas pourrait en parler évidemment, c'est Mobilisons. Mobilisons donc, qui est né du besoin à un moment donné de dire en fait il y a pas d'alternative aux pages et aux événements Facebook. Bah, en fait, on pourrait développer ça de façon décentralisée avec, sur base de ActivityPub, et cetera. Et donc, c'est un logiciel qu'a développé Thomas pendant plusieurs années et en fait, au bout de, alors je voudrais pas dire de bêtises, 4 ans, 5 ans, on est arrivé à se dire, bah, en fait, nous, le logiciel aujourd'hui, il fait ce qu'on avait prévu qu'il fasse. On pourrait continuer pendant 10 années à l'améliorer, à rajouter ou des fonctionnalités, à corriger tel et tel bug, etc. Mais à un moment donné, c'est sans fin. Ça pose une question, en fait, ta question, elle soulève une problématique beaucoup plus méta, qui est, c'est quoi un logiciel et où est-ce qu'il s'arrête, quoi. Je crois pas qu'on ait de réponse à cette question qui est quand même un peu complexe. Mais par contre, ce que peuvent nous reprocher d'ailleurs une partie de notre public, et c'est pour moi complètement entendable, c'est ah bah oui, mais du coup, nous on voudrait que il y ait des améliorations permanentes dans Framadat, dans Framaform, dans Mobilisons, dans Peertube, etc. Et du coup, tu te retrouves éditeur à temps plein de X logiciels. Et voilà. Et je pense que c'est pour nous une spécificité, une singularité que peut avoir Framasoft de se dire bon, en fait, là, le logiciel, il fait ce qu'on a besoin qu'il fasse. Exactement ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de Mattermost. Moi, j'ai besoin d'un truc qui permette de faire du chat d'équipe de façon simple, avec une bonne ergonomie, sur laquelle on perd pas de temps et pas trop il y a pas trop d'énergie perdue à fonctionner ensemble en équipe. Bah, en fait, quand le logiciel il fait ce qu'il faut, je pense que c'est une singularité de Framasoft de pouvoir dire bah ok, là ça fait le taf et on est capable de se dire ok, on s'arrête là. Et donc peut-être que pour Peertube c'est quelque chose qui va venir. Peertube est développé maintenant depuis plus de 7 ans et donc ben il y a quand même un moment donné où on va se dire ben ok, le logiciel peut-être que ça vaut le coup de d'avoir des forks, peut-être parce que plus vers l'audio que vers la vidéo, peut-être plus vers une version studio sur lesquelles on pourrait intégrer de faire du montage vidéo hyper simplement au sein de Peertube. Il y a la question de la rémunération des vidéastes dans Peertube, etc. Mais en fait, nous, en tant qu'éditeurs aujourd'hui du logiciel, on veut pas que le logiciel fasse tout et n'importe quoi. Et donc, il faut être capable, à un moment donné, de se dire, bon, bah là, ok, on a atteint le niveau qu'on voulait atteindre avec ce logiciel et on est capable de passer finalement à autre chose, ce qui nous permet de libérer de l'énergie pour d'autres logiciels, en fait. Je vous renvoie vers l'épisode sur Peertube avec Pouillou et Bouteille, qui explique assez bien l'histoire de Peertube et que j'aime particulièrement, vu que je me sers beaucoup de Peertube aussi, donc voilà. Et juste une, petite remarque, on a pas mal parlé de Peertube, de Drupal, pareil, je mettrai en ligne, enfin en lien, dans les transcriptions, une conférence géniale, du Capitole du Libre, sur l'histoire de Drupal et c'est assez fantastique, surtout quand on compare à la gouvernance de WordPress. C'est vraiment très fou, ça, je suis resté scotché sur cette conférence, voilà. Moi, j'avais, une dernière question avant qu'on se quitte. Dans ces enjeux de sélection, en fait, est-ce que vous avez des nouveaux services sur lesquels vous réfléchissez? Là, on a parlé de Notion. Ça fait des mois que je réfléchis à faire un épisode sur, comment partir de Notion et aller vers du logiciel libre. Est-ce que vous avez d'autres services, sur lesquels, enfin sans
On peut même dévoiler des trucs parce qu'on a toujours été très transparent sur ce qu'on voudrait faire. Dans les logiciels qu'on envisage, alors encore une fois, ça va dépendre de plein de choses. Je parlais tout à l'heure d'un logiciel de pétition, parce que des services de pétition libres et qui n'exploitent pas les bases d'adresses email des pétitionnaires, il y en a pas tant que ça. Il y a le fait de se poser la question de logiciels autour, notamment de la gestion de PDF en ligne, voilà, qu'on a identifié dans Framalab et qui semble plutôt bien se mettre en place. Il y a dans les logiciels que nous on a identifiés sur lesquels il y a des manques, en gros, en fait, tu peux aussi regarder qu'utilisent les gens autour de toi et te dire c'est quoi les alternatives libres qui existent. Et donc là, pour moi, il y avait 2 logiciels assez demandés, qui étaient des alternatives donc à Notion et à Canva. Canva qui est, on va dire, à mi-chemin entre PowerPoint, un logiciel de dessin, etc. Et qui permet à des gens de faire de la communication. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à Canva libre. Il y a des choses qui s'en rapprochent sur différents angles, mais il n'y a pas encore ça. Et donc, pour l'instant, on essaye de rester très à l'affût de quelles sont les alternatives à Notion et à Canva qu'on pourrait, en tant que Framasoft, proposer demain. Donc sur Notion, on commence à identifier aujourd'hui 3-4 logiciels libres. Donc on va essayer d'appliquer nos propres grilles d'analyse dessus pour essayer de faire la sélection, enfin l'évaluation et la sélection ensuite d'un logiciel. Et sur les alternatives à Canva, on a choisi pour l'instant plutôt de mettre en valeur un logiciel qui s'appelle Activisda, qui est un logiciel qui a été développé notamment pour des communautés militantes écologistes et qui est beaucoup moins puissant que Canva, qui n'est pas une alternative à Canva, mais qui permet de répondre à un besoin qui est je suis une asso militante écologiste ou militante ce que tu veux, hein, droits de l'homme, etc. Et de pouvoir rapidement décliner des visuels. Et donc j'ai un visuel de base et très rapidement je vais pouvoir aller éditer ce visuel en ligne avec 0 compétences graphiques au départ et faire mes propres visuels parce que on va faire 10 événements qui sont proches dans l'année. Enfin, on va faire un événement par mois par exemple et en fait tout ce qu'on a besoin de changer c'est la date, quoi. Et donc là-dessus, il n'y a pas besoin d'utiliser des grosses usines à gaz. Et donc ce logiciel Activisda, qui est développé par une coopérative, et ben ça nous paraît intéressant de se dire bah tiens, ce logiciel-là, on pourrait le mettre à disposition. Donc voilà 2-3 exemples de logiciels qu'on pourrait sortir en 2025. T'as pas parlé du no-code? Ah, le no-code. Effectivement, on a identifié aujourd'hui 3-4 alternatives libres zut, j'ai Airtable. perdu le nom du logiciel. Airtable, le logiciel propriétaire. Donc il y a Baserow, il y a Tibble, NoCoDB. Tooljet, je pense. Ouais, c'est ça, et Grist, qui sont en gros les 4 solutions qu'on a identifiées qui permettent de faire du no-code. La difficulté qu'on a derrière pour nous en tant que Framasoft, c'est que si on le met à disposition, il faut réussir à faire ce qu'on appelle du multi-tenant, c'est-à-dire du multi-organisation, voire multi-utilisateur. Bah, si tu regardes l'empreinte mémoire d'un Baserow, donc qui fait partie des critères, si on revient au sujet de l'épisode, nous, forcément, si demain on a une instance de Baserow à faire tourner, c'est assez simple. Si demain il faut en faire tourner 3000 ou 4000, la puissance machine et donc le coût pour l'infrastructure de Framasoft. Le coût de l'infrastructure Framasoft aujourd'hui, c'est en gros le prix d'un ou d'une salariée, quoi. C'est en gros entre 30 et 40 000 euros par an pour payer l'ensemble des serveurs. Et donc, si demain on faisait du Baserow mis à disposition de tout le monde, et ben peut-être que ce coût de l'infrastructure passerait de 40 000 euros à 60 000 euros. Et donc la question c'est où est-ce qu'on va trouver les 20 000 euros qui viennent derrière, puisque Framasoft ne vit que des dons. Donc c'est pour ça qu'il y a dans la phase d'évaluation, typiquement, moi j'ai l'intuition que par exemple Grist est moins consommateur en ressources que Baserow, mais il faut l'objectiver et donc il faut le tester avec 1, 10, 100, 1000 utilisateurs et voir ce que ça consomme en CPU, en RAM, etc. Donc désolé, ce sera probablement pas 2025. Non, mais moi, c'est plutôt avoir une vraie alternative libre à des outils d'automatisation, c'est surtout ça. Ouais. Où ils sont tous avec des modèles, soit de l'open core où tu vois que voilà que ça va se refermer, ou alors soit avec des licences source available, genre de trucs. Et ça, c'est vraiment mon gros truc. Ok, on arrive à la fin de l'émission. Je pensais qu'on allait, enfin, on est encore sur un format d'1 heure, c'est fou, hein. Oh, À chaque fois, même si on veut faire moins, à chaque fois, on tombe bah, sur ça. faut pas inviter Frama, hein, du coup. On n'est pas les moins Non, mais bavards. Hein, donc, je pense que c'est parce que je suis habitué à ce format. Donc, on arrive sur la fin.
Est-ce que vous avez un message, à faire passer, sur ces sujets d'évaluation? Est-ce que vous avez un petit message à faire passer, chacun d'entre vous, là-dessus? Bah, ce qui est, assez intéressant, c'est qu'on enfin, dans l'open source, on dit qu'on est sur les épaules de géants, mais en fait que, ben, c'est aussi un peu un château de cartes, parce que du coup, tous les projets sur lesquels on se base peuvent, parfois, juste mourir du jour au lendemain pour, X raisons. Et donc en fait, ce qui est vachement important, en fait, c'est vraiment remettre un peu au cœur le côté, des communs, de se dire, en fait, si on est plusieurs, gros acteurs à être intéressés par, un logiciel, donc que ça soit du coup, Framasoft, des chatons, des organismes du coup complètement différents qui ont un intérêt, l'État, voilà. Et ben ça permet qu'il y ait des communautés, des intérêts communs qui permettent que, quel que soit le modèle de fonctionnement de contribution, qu'il soit commercial ou non, il y ait potentiellement, lorsqu'il y a un accident qui arrive, des reprises et le fait de se dire bon bah on avait choisi la bonne solution à ce moment-là. Donc c'est vrai que le plus simple finalement pour choisir le bon logiciel, c'est aussi de choisir celui qui est populaire, en tout cas en open source, et surtout de trouver celui que potentiellement d'autres acteurs peuvent être intéressés pour avoir, quoi. Typiquement, nous on sait que sur Framaform, c'est un service qui est hyper utilisé, c'est un logiciel qui n'a quasiment jamais été installé, quoi. Et c'est ça aussi qui détermine le fait qu'on doit remplacer aussi ce logiciel-là. Donc voilà, si jamais vous êtes décideur quelque part, n'hésitez pas à aller aussi vous peut-être installer des services Framasoft et à vous dire que c'est bien aussi de participer d'une manière ou d'une autre. Pierre-Yves, tu veux dire un mot? Ouais, sur cette, dimension un petit peu de la sélection, et de l'évaluation des logiciels, moi je reviens vraiment sur, ce qu'on a un peu dit tout au long de l'épisode, c'est-à-dire que, la part d'intuition, elle compte et donc moi je suis vraiment pour qu'on ait des critères, effectivement sur, la gouvernance, sur l'activité au quotidien du logiciel, le nombre de commits, et cetera. Mais parfois, il y a un truc qui vient des tripes. Sachant que nous, pour nous, les enjeux, ils sont relativement limités, hein. On est Framasoft, on n'est pas le gouvernement, enfin l'État français, etc. Donc quand on fait un choix de logiciel, ça va pas forcément bouleverser la vie de milliards de personnes. Et donc le fait de faire un choix parfois avec ces tripes est pas idiot. L'autre point, c'était de dire aussi peut-être qu'il y a à déconstruire un petit peu. Enfin, il y a encore beaucoup de logiciels qui sont avec un dictateur bénévole à vie, et forcément, ce modèle-là, il a été beaucoup critiqué, ce que je comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, les modèles éditeurs, je veux dire entreprises, c'est quelque chose de tout à fait entendable, mais qui, moi, me met moins à l'aise sur la partie commun dont parlait Thomas. C'est-à-dire que finalement, l'open source, dans ce cas-là, est vu comme une méthode, on va dire, de production industrielle, et qui fonctionne. Hein, là-dessus, il y a du recul pour dire l'open source, ça marche, d'un point de vue industriel, en tant que méthode industrielle de production logicielle, mais on peut vite y perdre l'aspect commun et l'aspect un peu, je vais pas dire bénévole, mais en tout cas amateur, que à titre perso, mais je pense pas trahir en disant que c'est le cas à Framasoft, ce côté amateur est revendiqué parce que cet amateurisme pose des problèmes, mais apporte aussi des solutions à justement à un monde du logiciel qui est de plus en plus complexe à aborder pour quelqu'un, enfin qui là où il y a encore quelques années, aller bidouiller son petit logiciel dans son coin était encore très simple. Donc voilà, pour moi, il y a un petit peu dans cette conclusion, il y a comment est-ce qu'on fait pour que le logiciel libre garde des espaces anticapitalistes où le logiciel soit pas vu uniquement d'un point de vue financier, mais sous l'angle des communs numériques et comment est-ce qu'on peut y participer finalement tous et toutes ensemble, même si effectivement c'est pas le plus beau logiciel, même si c'est pas le plus performant, etc. Le fait de faire ensemble me paraît toujours essentiel en tout cas comme dimension à préserver si on veut pas que l'open source soit juste absorbé et digéré par Microsoft via GitHub ou d'autres éditeurs logiciels derrière. Raphaël, tu veux faire un petit mot de la fin? Oh ben rapide, moi ce que j'apprécie, ce que j'ai et avec ce avec quoi je m'aligne en plus, c'est la dimension humaine hein, des projets. Ce qui fait qu'il y a des gens qui s'engagent, qui contribuent à des projets le soir, le week-end et tout, c'est parce qu'il y a ça, il y a cette notion d'engagement. Et c'est ça qui fait la force des communautés. Donc oui, sentir les choses avec ses tripes, dire tel dictateur, je lui laisse le titre de dictateur parce que j'ai confiance en lui, en fait, quelque part. Donc c'est un dictateur, mais bon, on a confiance en lui.
Voilà, ce genre de choses-là, ça c'est des aspects humains qui sont fondamentaux et c'est ça qui fait un des fondements de ce qu'on aime. Enfin moi en tout cas personnellement dans l'open source et dans les communautés, c'est cet aspect-là. C'est ça qui fait que là on est content de discuter entre nous et d'échanger sur ces aspects-là. Chose qu'on peut pas faire quand on est dans des modèles qui sont plus fermés ou qui sont centrés sur des finalités qui sont un peu différentes. Il y a quand même cette notion d'engagement et donc oui, ça c'est des choses qu'on peut pas mettre en équation forcément, c'est la dimension humaine. Pour finir, moi je retiens aussi la partie humaine. La partie qui m'a beaucoup parlé, c'est les premiers contacts avec les projets. Ça me rappelle ma propre expérience, j'en parle dans le premier épisode sur GLPI. Quand tu arrives sur un projet et que les gens ils te répondent et qu'ils t'aident, que bah, tout de suite, ça donne envie de continuer. Et c'est pas le cas de tous les projets. Et donc, c'est hyper important, effectivement, de savoir saisir les opportunités et puis aussi d'arriver de manière très humble en disant voilà ce que je voudrais faire, qu'est-ce que vous en pensez quoi. Eh ben écoutez, merci à tous les trois d'avoir pris du temps pour discuter de ces sujets d'évaluation dont on ne parle pas forcément beaucoup, je dois avouer, alors que pourtant c'est quand même un sujet très important. Bah écoutez, merci beaucoup, à bientôt. Je pense qu'on a fait notre quota de Framasoft pour 2025. Quoi? Mais on est qu'au mois de janvier, Walid. Quelle cruelle déception. Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup pour le regard. Merci, Ouais, merci. merci. À bientôt. Et bah, comme d'habitude, partagez cet épisode autour de vous. Si vous aussi vous avez des problématiques d'évaluation et que vous pensez que vous avez des méthodes ou des choses intéressantes, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Raphaël. Voilà, on est très preneurs parce qu'on aime beaucoup ce sujet. À bientôt à toutes et à tous.